Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de l'original. J'aime un tas de choses dans la vie. Les lasagnes, l'escalade, les hamburgers, ma famille, mes amis, le porno amateur. Mais il y a deux choses que j'affectionne particulièrement. Les animaux et les minéraux pierres précieuses. Vous allez certainement vous demander quel est le lien entre ces deux choses, et puis vous allez vous rappeler qu'il y avait un titre à cette vidéo sur laquelle vous avez cliqué probablement à cause du titre en question. Mère Nature peut être une grande farceuse, ces petites blagues sont souvent basées sur un truc sympa qu'on appelle la chimie, et ça peut parfois donner des résultats insolites. Je vous propose donc aujourd'hui un petit tour d'horizon de ces animaux qui se sont transformés en minéraux et en pierres précieuses. Vous allez voir qu'il y a des histoires de dingue, et il y en a même une avec un petit plot twist plutôt sympa. Juste avant de commencer cette vidéo, je vous informe que le script a été relu et en partie coécrit par Vincent de Mineral Gems, avec qui je vais être amené à collaborer de plus en plus. Je vous glisse un petit lien vers son Instagram, le mec vend des trucs très sympas, et on vous prépare un projet aux petits oignons les amis, je pense que vous n'êtes pas prêts. Je ne manque jamais une occasion de vous parler de cette pierre de fou qu'est l'opale. Petit rappel que je fais à chaque fois que je parle de cette pierre d'exception, son processus de création est très simple, il s'agit de silices qui se sont infiltrés au travers des couches sédimentaires, et au fur et à mesure cette silice est restée emprisonnée dans ces couches, ce qui a entraîné la création de cette pierre. La silice contenue dans l'eau va progressivement s'évaporer et du coup se solidifier, ceci étant lié aux éléments extérieurs dans la roche dans laquelle elle se trouve. Sauf que l'eau ayant permis ce processus d'infiltration dans les couches sédimentaires va s'évaporer, mais pas totalement. Une partie d'entre elles va rester emprisonnée dans cette sorte de verre naturel. Et ce verre naturel va emprisonner avec lui des microsphérules de cristobalite pour ce qu'on appelle l'opale C, et des microsphérules de tridinite pour ce que l'on appelle l'opale CT. Et en passant, je vous rappelle que l'opale est ce que l'on appelle une pierre amorphe, ce qui veut dire qu'elle est dénuée de système cristallin, ce qui ne l'empêche pas de contenir des éléments crypto-cristallins malgré tout. Et donc ce processus, en bien résumé, vous donnera de l'opale. Et en parlant d'opale, je vous rappelle aussi que la dernière vidéo sortie sur la chaîne juste avant celle-ci concerne en partie l'opale et sa symbolique. Vous allez voir que la vidéo est plutôt drôle, assez légère, ça se laisse regarder, je vous mets un petit lien en haut de l'écran. Bon, et revenons 2 minutes sur notre silice qui s'infiltre au travers des couches sédimentaires. Qu'est-ce qu'on trouve dans les couches sédimentaires? Eh bien, on y trouve absolument toutes les poubelles de la planète, soit des organismes ayant vécu il y a de ça des années, des siècles, voire des millénaires. Et ces trucs-là, ayant vécu il y a super longtemps, alors soit ils se conservent dans un état plutôt correct, ce qu'on appelle un fossile, soit ils se désagrègent, alors totalement ou partiellement, mais laissant place à du vide, et la nature a horreur du vide. Prenons un petit exemple au hasard, les bélemnites. Voilà, déjà est-ce que vous savez ce que c'est une bélemnite? Il s'agit d'un céphalopode ressemblant un petit peu à la seiche, sauf que le truc est un tout petit peu plus vénère puisqu'il pouvait atteindre quasiment 1 mètre de long. C'est une sorte de mini kraken en forme de balle de fusil et avec des crochets au bout de ses tentacules qui lui servaient à choper ce qu'il y avait sur son passage pour le bouffer. Bref, à l'époque tu chopais un de ces trucs, t'avais de quoi faire des beignets de calamar frit pour à peu près toute la famille avec une seule pièce, et en plus de ça t'invitais les voisins quoi. Ces animaux, comme pas mal de créatures de l'époque, ont été voués à l'extinction, et on en retrouve des fossiles un petit peu partout dans le monde. À proprement dit, ce n'est pas tout l'animal qui a fossilisé, puisqu'il est composé de parties molles de chair et de cartilage qui, elles, se sont désagrégées avec le temps, mais on parle ici de leur rostre. Alors leur rostre, c'est une espèce d'os interne, une partie pointue, qui donne à l'animal cette forme oblongue. Et dépendant de l'endroit où l'animal a poussé son dernier souffle, ou du moins a respiré ses dernières bulles, il se peut que le rostre soit totalement opalisé. Je vous laisse admirer ces petites merveilles et avouer franchement que c'est assez dingue. Il existe forcément plusieurs qualités dans les opales qu'on peut retrouver, et certains d'entre eux ne pourront qu'être admirés, puisque leur prix est très dissuasif. Je vous l'accorde, c'est pas donné. Maintenant, si vous n'étiez pas prêt à mettre un tel budget dans un achat sur internet, je vous rappelle que vous avez toujours la possibilité d'aller faire un tour sur mon site internet où vous trouverez tout un paquet de pièces restaurées par mes soins, ainsi que ceux de la team l'original. Il y a des opales, il y a tout un paquet d'autres pierres précieuses également, et vous avez toujours 10% de réduction avec le code YouTube 10. Les vrais savent. Bon, et après pour les rostres en opale, il y a des choses beaucoup plus abordables, mais évidemment il faudra revoir vos standards de qualité à la baisse. Forcément, au plus la qualité est élevée, au plus le prix augmente. Un peu comme tout dans ce monde d'ailleurs, la qualité est souvent proportionnelle au prix, excepté ici, sur la chaîne de Yann l'original, où le travail et l'information sont absolument gratuits. Vous voulez me faire savoir que vous aimez mon contenu? Vous connaissez la sainte trinité du viewer, pouce, abonnement, commentaire.
Et tout en faisant le rapprochement avec la sainteté, vous devez savoir que le rostre opalisé le plus incroyable du monde a été mis à jour en 2003 dans une émission de TV américaine qui se nomme Outback Opal Hunters et qu'on lui a donné un nom super poétique, l'opale de la Vierge arc-en-ciel. Discovered by their mentor John, the Virgin Rainbow is one of the world's most famous opals, worth an estimated $1 million. Et cette opale au feu absolument incroyable à un point tel qu'elle brille dans le noir, c'est pour vous dire, est estimée aujourd'hui à près d'1 million de dollars. Et ce nom de Vierge Arc-en-Ciel a été gardé pour définir une partie des rostres de bélémnite opalisés trouvés dans la vallée de Coober Pedy qui n'est autre que le spot mondial de l'opale. Et en restant dans le religieux, ces rostres opalisés, quand ils ont été observés pour les premières fois, étaient nommés les doigts de Saint-Pierre. Et dans certaines croyances tribales, on les appelait également les pierres de foudre. Alors je ne pense pas que ça servait à faire tomber la foudre sur vos ennemis, mais bon, l'appellation est quand même stylée. Puis ça sert à transformer Evoli en Voltali aussi, juste comme ça. Et d'ailleurs, je parle des provenances présumées de ces fameuses opales arc-en-ciel dans la dernière vidéo, je sais, ça fait la deuxième fois que je vous le dis, mais franchement, c'est poétique. Les bélémnites ne sont pas les seuls animaux qui se sont retrouvés opalisés au fil des millénaires. Il existe également un dinosaure nommé Eric, qui est un plésiosaure qui est partiellement opalisé. Les coquillages sont parfois aussi retrouvés opalisés, en gros tout ce qui vivait plus ou moins sous l'eau et qui s'est retrouvé bloqué dans les couches de sédiments après le passage de la grande faucheuse. Une autre créature retrouvée régulièrement opalisée est l'ammonite. C'est marrant parce que lui aussi il me fait penser à un Pokémon. Si t'as le nom du Pokémon, tu mets le nom du Pokémon dans les commentaires. L'ammonite, c'est un peu la base du coquillage, et du coup certaines de leurs coquilles peuvent se retrouver sous forme d'opale, mais pas que. Le fait qu'un minéral prenne la forme d'une cavité minérale existante est appelé le pseudomorphisme d'incrustation. Et l'opale n'est pas la seule pierre qui est soumise à ce type de création. La pyrite, aussi appelée l'or des fous, est un minéral polymorphe de la marcassite. Alors polymorphe, ça signifie que la composition du minéral est la même, mais l'agencement cristallin peut différer, donnant au minéral final une forme différente. Polymorphe, le truc change de forme tout seul. Pseudomorphe, il prend la place de quelque chose d'existant. Ou pas. En somme, la pyrite peut donc faire une pseudomorphose de la marcassite qui elle-même est un polymorphe de la pyrite. Bordel, avec tous ces termes chelous, moi ici j'ai l'impression de lire une bio sur Tinder. La pyrite fera son apparition dans des environnements riches en fer. Et lors de la transformation des sédiments en roche, il se peut que dans l'eau interstitielle soit contenu ce que l'on appelle des sulfures. Les sulfures, emprisonnés avec ce fer dans un environnement qui habituellement est assez peu riche en oxygène, vont créer une réduction et les cristaux de pyrite vont commencer à pointer le bout de leur nez. Et si dans cet environnement se trouve une cavité exploitable, à tout hasard un truc crevé en train de se décomposer dans un coin, eh bien la pyrite prendra doucement la place de la forme existante et vous pourrez trouver par exemple de magnifiques fossiles d'ammonite pyritée. Photo. C'est beau, hein? Mais malheureusement, ça s'oxyde. Et votre petit fossile d'ammonite pyritée risque de changer de couleur et de devenir brunâtre, principalement si vous le portez en pendentif. D'ailleurs, ne faites pas ça. C'est vraiment pas ouf pour votre petit corps si fragile. Et en plus de ça, certains minéraux de la famille des marcassites ont une fâcheuse tendance à dégager des vapeurs d'acide sulfurique quand ils sont conservés en collection, ce qui attaquera à peu près tout ce qui est ferreux dans la pièce, et puis au niveau respiratoire. Vraiment, c'est pas ouf. Acide sulfurique, poumons... Et si vous voulez en comprendre plus sur le phénomène des fossiles pyrités, ainsi que savoir comment en trouver, eh bien je vous invite à aller faire un tour sur la chaîne de Nico, de la chaîne Nature et Minéraux, qui a fait une vidéo où il parle de ça. Il va récupérer des fossiles d'ammonite et des rostres de bélémnite, qui eux pour le coup ne sont pas opalisés, mais la vidéo en vaut quand même le détour. En plus le mec il est infiniment plus calé que moi en minéralogie et en gémologie, donc vous allez sur sa chaîne, on lui fait un petit bisou et vous lui laissez un petit commentaire de ma part. En 2019, au Tucson Gems and Mineral Show situé en Arizona, une pièce plutôt insolite a fait une petite sortie. Et d'ailleurs, dans cette histoire-ci, il va y avoir un petit plot twist, vous allez voir, c'est croustillant. Cette pièce particulière était en fait un scorpion. Alors un scorpion en très bon état, mais qui possédait une caractéristique notable, il était entièrement composé de cuivre. Ce fossile métallique fut présenté comme une curiosité absolument unique en son genre. Sauf que, vous le sentez arriver, il y a un petit couac dans l'histoire. Le scorpion était annoncé à la base comme ayant été trouvé dans une mine du sud de l'Arizona.
Premier pépin dans cette histoire, on n'a aucune trace d'une trouvaille du genre dans quelque mine que ce soit en Arizona. Mais en plus de ça, il n'y a pas non plus la moindre trace de la mine citée. Le lieu n'existe simplement pas. Et il faut savoir un truc sur les minéralogistes à ce niveau-là, c'est que les mecs c'est des dingues. Tu peux avoir la plus belle pierre du monde, si t'as pas la provenance, tu coupes le prix en 4. Voilà. Second point épineux dans cette histoire, l'apparition du cuivre à la place du corps de la bestiole. Il y a donc à ce niveau-là 3 procédés possibles. Le premier serait une chauffe massive d'un sol riche en cuivre, par exemple à proximité d'une gorge volcanique, portant le métal en question à son point de fusion et créant une sorte de coulée de métal absolument naturelle, créant cette sculpture hors norme. Le deuxième processus possible, ce serait simplement des infiltrations d'eau très riches en cuivre qui se seraient accumulées au cours des années, recréant ainsi la dite bestiole. Et le troisième processus, ce serait de faire cristalliser du cuivre sur cette pauvre bête qui n'a absolument rien demandé. Mais on ne me la fait pas, car aucune de ces théories ne se tient. Le scorpion présenté à l'exposition de Tucson contient des bulles. Or, si le métal a été chauffé près d'une gorge volcanique, on parle d'une chauffe très lente et d'une fusion qui a été assez longue, et qui donc ne peut pas contenir de bulles. Et vous allez voir que pour la cristallisation directe sur l'animal, il y a un autre problème, ça arrive. L'avant-dernier point problématique, c'est que le scorpion ne présente absolument aucune trace d'oxydation. Et le cuivre à ce niveau-là, c'est un métal qui est plutôt sensible. Après avoir passé quelques milliers, voire quelques millions d'années dans le sol, le bordel devrait quand même présenter quelques petites taches verdâtres. Le dernier point épineux, et justement ça parle d'épines, ou plus précisément de dard, c'est que le scorpion n'en possède pas. Et le point qui déboute la théorie de la cristallisation directe sur l'animal, c'est que les pinces du scorpion qui sont présentées sont droites, et or sur les réels scorpions, ces pinces sont courbées. Ah oui, et sa queue est enroulée de manière peu naturelle aussi. Du coup, titre. Il semblerait donc que le fameux scorpion soit plus un canular qu'un réel fossile, mais pour l'instant on n'a pas de certitude à ce sujet-là, donc on attend la suite. Et en parlant de suite, est-ce que vous savez comment se forme la majeure partie des cristaux de quartz? Non, vous savez pas, hein, parce que sinon vous seriez pas là. Le quartz est composé de silicium et d'oxygène, SiO2. Ces deux ingrédients étant les plus abondants de la croûte terrestre, puisqu'on parle de 47% pour l'oxygène et de 28% pour le silicium. Donc du quartz, il peut y en avoir partout, dans le sol, sur les plages, dans la flotte, dans les montres, vraiment du quartz partout. Si on reprend à la base du truc, l'eau s'infiltre dans les différentes couches rocheuses riches en quartz. Au passage, elle solubilise l'oxyde de silicium et ensuite il peut arriver qu'elle se retrouve coincée dans une cavité sans aucune possibilité de sortie. Et une fois coincée dans la cavité en question, la chaleur peut monter, et vous avez ce qu'on appelle la création d'un four. Et le principe d'un four, c'est que ça chauffe, et quand on chauffe de l'eau, elle se met à bouillir. On apprend des trucs. L'eau chaude, riche en silicium, va faire augmenter la pression autour d'elle et fissurer la roche. Le fluide va ensuite percoler, se refroidir et progressivement se délester des éléments dissous. Notre cher SiO2 va donc se faire expulser et se fixer progressivement aux éponges, qui sont en fait les parois rocheuses, et se cristalliser dans un ordre très précis, et nous obtenons notre minéral ubiquiste préféré, j'ai nommé les cristaux de quartz, et vous finirez par obtenir ceci. Ouais, une petite géode de calcédoine microcristalline trouvée par mes soins sur les falaises de Normandie. Alors j'en suis pas peu fier, et j'ai aussi trouvé sa petite sœur, celle-ci, la calcédoine bleue avec des petits mamelons en lieu et place des cristaux. C'est magnifique. Putain, j'aime les cailloux. J'adore les... c'est bon, ne jugez pas, hein, chacun ses fantasmes, hein. Eh bien, ce processus peut également se créer à l'intérieur de quelque chose, se trouvant lui-même à l'intérieur de la roche, et vous pouvez obtenir des trucs absolument fabuleux, comme ce coquillage transformé en géode de calcédoine microcristalline qui est absolument de toute beauté. C'est de toute beauté. Ah oui, et j'ai peut-être oublié de le dire en passant, mais le quartz et la calcédoine, c'est le même minéral en fait. C'est juste l'agencement cristallin qui diffère en fait. Pour l'un, on est sur du monocristallin, et pour le second, on est sur du microcristallin, microcristaux qui sont collés les uns aux autres, et ça donne ça.
Bon, eh bien je pense que nous sommes arrivés à la fin de tout ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui, alors si cette vidéo vous a plu et que vous y avez appris quelque chose, je vous invite à me le faire savoir via les commentaires, me laisser un petit pouce ou vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je vous rappelle que vous bénéficiez toujours de 10% sur l'ensemble de mon site internet avec le code promo YouTube10, alors que vous soyez fan de l'art déco, de l'art nouveau ou du napoléonien, ou alors que vous cherchiez les bijoux par pierre, je suis certain que vous allez y trouver votre bonheur. Et d'ici à la prochaine vidéo, eh bien, prenez soin de vous, je vous embrasse, ciao.